Et en live. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quand vous vous connectez, je vous invite à faire un petit coucou dans le chat, comme ça c'est le signe pour moi que tout fonctionne. J'attends de voir apparaître quelques noms. Alors je vois Gwen, Florence, Maryse, Jennifer, Kelly, Vanessa. Bonjour tout le monde, hyper ravie de vous retrouver. Je vous l'ai dit mardi, ça y est, la saison des webinaires est relancée avec Culture RH. Et on revient aujourd'hui avec un nouveau sujet, puisqu'on va parler de la fameuse marque employeur, n'est-ce pas, dont on parle beaucoup. Super, je vois qu'il y a du monde, vous êtes tous là. Eh bien, bonjour à tous. Sans plus tarder, je vous propose de partir à la rencontre de nos invités, de nos intervenants, puisqu'ils sont 3 aujourd'hui. Je suis gâtée. En quelques mots, qui vous êtes, ce que vous faites de beau, par qui je commence. Je vois que j'ai Pauline à côté de moi sur l'écran, donc je commence par Pauline. Eh ben, merci. Eh ben, enchantée, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Pauline, je travaille chez Factorial, je suis à l'équipe produit. Donc je contribue au développement de l'outil et je suis focalisée sur les enjeux du talent, donc le recrutement, la formation, l'engagement et il m'en manque toujours un, et la performance, donc la gestion des entretiens. Ok, simple, concis, efficace. Merci. Damien? Bonjour, salut tout le monde. Merci pour m'avoir sollicité. Donc, je m'appelle Damien, je suis directeur des ressources humaines avec une grosse partie marque employeur pour VVF, un opérateur associatif de vacances. On a une centaine de sites à travers la France. C'est 3000 personnes sur la haute saison, juillet-août, et donc de forts enjeux d'attractivité, de recrutement. Et j'aime beaucoup ces sujets. Ça fait une dizaine d'années que je suis sur ces sujets avec moi un angle très communication marketing qui est lié à mon parcours. Voilà. Super. Tu vas pouvoir nous partager toute ton expérience. Et on a Marie-Sophie qui est là aussi. Oui, bonjour. Alors, qui suis-je? Moi, je suis Marie-Sophie Zambeau. Je me définis comme une passionnée. Désolée, juste le timing, ça sonne chez moi. Donc, On adore. On adore. Je suis une passionnée, une experte spécialiste du recrutement, des sujets de recrutement et de marque employeur. Ça fait 20 ans que j'évolue dans ce secteur d'activité, aussi bien dans un cabinet conseil ESN que fonction publique territoriale. Et puis, il y a 2 ans, j'ai décidé de créer mon cabinet conseil justement sur les volets recrutement, marque employeur qui s'appelle Racing RH. Et voilà, je suis très active sur ces sujets. J'écris beaucoup, dont un livre qui est paru, voilà, je me permets pour mon promotion, qui est paru en février sur les biais cognitifs en recrutement. Super. Écoutez, je suis ravie de vous avoir tous les 3 parce que bien que la marque employeur soit un sujet que on aborde énormément, c'est pas nouveau, c'est dans la tendance, c'est un sujet qui revient très souvent. Aujourd'hui, on va l'aborder avec un angle un peu différent puisqu'il est question de booster son attractivité en limitant ses dépenses et on sait que c'est un gros enjeu pour les RH et certainement vous qui êtes en train de nous écouter aujourd'hui. Comme toujours, je le dis à chaque démarrage de webinaire, mais ce webinaire, il est pour vous, donc profitez-en dans le chat. Posez vos questions, réagissez. Moi, je me ferai votre relais auprès de Pauline, Marie-Sophie et Damien. Et puis, on gardera un temps à la fin, s'il le faut, pour revenir sur quelques points et questions si vous en avez encore. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure ensemble. Et puis, déjà, pour avoir un peu une vue globale de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, où est-ce qu'on met les pieds, grosso modo, on va essayer de vous proposer, ils vont essayer de vous proposer, parce que c'est eux les experts, 5 actions, pour booster votre attractivité employeur, avec notamment la partie audit, la base, et puis d'autres étapes que je ne vais pas complètement vous spoiler maintenant. Et avant de démarrer, ce qui serait peut-être bien pour clarifier un peu, parce que même si c'est un sujet qu'on connaît dans tous les sens, ça serait peut-être bien d'avoir une clarification sur ce dont on parle, la marque employeur. Alors Marie-Sophie, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, forcément c'est ton expertise, mais tu as aussi ta manière à toi de le définir. Est-ce que tu veux bien pour lancer les hostilités, nous briefer sur ce qu'est la marque employeur? Eh ben, je veux bien et avec grand plaisir. Mais déjà, même si tu l'as dit rapidement, je voulais dire, on en parle beaucoup. C'est un peu plus à la mode ces derniers temps. Mais ce que je voulais redire, c'est que un peu rien de nouveau sous le soleil, parce que c'est pas une notion récente, loin de là. En France, ça date de 1998, où il y avait Didier Pitlet qui avait déposé le nom. Donc, ça a déjà plus de 25 ans. Voilà, donc rien de nouveau sous le soleil. Il y a pas mal de définitions. Moi, celle que j'aime bien, parce que je la trouve très claire, accessible et pédagogique, c'est celle de Thomas Chardin qui dit que la marque employeur, c'est la marque appliquée au RH.
c'est l'ensemble des attributs et des signes caractéristiques d'une organisation en tant qu'employeur. Qu'est-ce qui la caractérise ou la singularise en tant qu'employeur? Et donc, la formalisation de la marque employeur, c'est la réponse à 3 questions toutes simples. Pourquoi je vous rejoindrai en tant que collaborateur? Pourquoi est-ce que je devrais vous être fidèle? Et pourquoi est-ce que je devrais être investi? Voilà, donc 3 questions simples, efficaces, mais derrière, pour avoir des bonnes réponses et pour faire en sorte que… Enfin, c'est compliqué. C'est des questions simples, mais compliquées. C'est ça le sujet même de la marque employeur. Très clair. Et je pense que tu avais aussi, pour poser un peu un espèce de constat, j'ai vu que tu nous avais partagé un chiffre sur le coût d'une marque employeur peu travaillée. Ça peut peut-être aussi être un point de départ. Tu nous avais partagé que ça peut coûter jusqu'à 5 000 € par collaborateur recruté s'il y a un mauvais positionnement qui représente un coût conséquent. Tout à fait, que les entreprises qui n'ont pas suffisamment, soit l'ont mal travaillé, soit n'ont pas travaillé parce qu'elles n'ont pas voulu investir un tout petit peu du temps ou de l'argent dedans, en fait, elles vont se retrouver à dépenser 10% de plus pour pouvoir attirer les bonnes ressources, les bons candidats et les bons talents. Donc, ce qui veut dire qu'il vaut mieux quand même se concentrer sur le sujet et essayer de s'investir du temps et de l'argent parce qu'à un moment ou à un autre, de toute manière, sinon, il va y avoir le retour de bâton et ça va coûter plus cher. Ok, bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et justement, on y va, on se lance et on commence avec la base, faire un audit de l'EVP. Alors l'EVP, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais l'EVP, on parle de proposition de valeur en tant qu'employeur. En gros, ce qu'on offre en contrepartie des compétences de nos collaborateurs. Damien, je sais que c'est un sujet que tu as mené dans ton entreprise, ce fameux audit. Alors, est-ce que tu veux bien nous partager cette première action, nous partager ton expérience autour de cette première action, par quoi on commence, ce qui pourra servir à notre audience aujourd'hui qui potentiellement se pose la même question, par quoi je commence alors? Bien sûr. Ce qui est important dans ce début, c'est de se dire que ce qu'on va proposer, ça corresponde et que ça soit la réalité. C'est ça un petit peu qui ressort de ce qu'on peut voir à l'extérieur. Donc, l'idée et ce qu'on a mené, en tout cas chez VVF à mon arrivée, parce que j'avais vraiment ce sujet sortie de Covid, pour vous donner un peu le contexte, sortie de Covid, un marché de l'emploi des saisonniers qui était très compliqué, avec énormément de personnes qui ont quitté ce marché de l'emploi, hôtellerie, restauration, hébergement, plein air, tout ça. Et donc, il a fallu construire quelque chose qui soit solide, qui soit concret et qui parle. Et la base, ça a été d'auditer un peu ce qui se passe en interne. Et les éléments qu'on a sous nos mains, entre guillemets, directement, c'est déjà la convention, c'est les accords, c'est le contrat, c'est le règlement intérieur, parce qu'il peut y avoir aussi des éléments, c'est aller voir ce qui se passe en termes de protection sociale, mutuelle, prévoyance. Et aujourd'hui, je pense que ça, c'est déjà des éléments de base qu'on ne met pas assez en avant. On voit qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau de la mutuelle, en termes de services, en termes d'accompagnement. Donc voilà, pour vous donner un petit exemple, les conventions, pour vous donner d'autres exemples concrets, les conventions, les jours enfants malades, les jours de dispo, les jours comme ça. Il y a plein de choses, il y a plein de dispos qui sont pas toujours, de dispositions qui ne sont pas toujours connues. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça donne déjà un socle à un cadre quand on va arriver chez un employeur, chez un nouvel employeur. Et ensuite, il y a forcément aller voir un petit peu ce que pensent les équipes, les collègues, de l'échange formel, informel, mettre en place certainement des questionnaires pour voir un petit peu c'est quoi les valeurs qui sont diffusées. Vous avez certainement potentiellement un service com, une équipe com ou une équipe peut-être relations institutionnelles, des choses comme ça, qui veulent diffuser des valeurs. Mais aujourd'hui, ce que vous diffusez en externe, il faut que ça corresponde aussi à ce qu'on en fait en interne et ce qu'on souhaite diffuser en interne. Donc, il y a forcément un alignement et donc des éléments à aller chercher. Et ensuite, il y a… donc ça a été un gros travail d'audit. C'est de savoir, OK, quand on va aller recruter après, donc c'est plus tard, c'est 2-3 étapes plus tard, c'est quoi en fait? C'est quoi nos besoins? Qu'est-ce qu'on attend en termes de personnes dans l'état d'esprit, dans les envies, voilà, donc ça, est-ce que ça semble important? Et je pense que oui,
on voit aujourd'hui que des jolies boîtes avec une marque employeur forte, c'est qu'ils ont développé cet alignement entre les profils qui recrutent aussi, avec ces éléments qu'ils ont déterminés, et finalement ce qui diffuse aussi en externe. Et ça, c'est très important. On a un petit peu la base, et sans cet audit, on peut manquer l'alignement et finalement de montrer ce qui se passe en interne. Donc avant même de se lancer et d'aller dépenser de l'argent dans je sais pas, des campagnes marketing, etc., en fait, la base, c'est se pencher sur l'existant, en fait. Et Exactement. ça nécessite pas de dépenses. Pauline, est-ce que tu veux compléter? Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur chez Factorial. Ça fait partie de vos accompagnements, des fonctions de vos outils aussi. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous apporter d'autres éclairages aussi sur comment est-ce qu'on peut s'y prendre en tant qu'entreprise, mais surtout en tant que RH? Ouais, avec plaisir. Alors justement, en fait, nous, à l'équipe produit, on essaye de développer toujours des outils, notamment dans le talent, qui travaillent, cet alignement. Je pense que c'est vraiment le mot-clé, de ce qu'a dit Damien. En fait, on travaille donc que ce soit, dans les différents modules que j'ai mentionnés au niveau du recrutement, de la formation, et même d'un outil qui est dédié au sondage. On travaille à ce qu'en fait, on puisse interroger à la fois les équipes, que ce soit d'un point de vue très, vraiment limité à un groupe qu'on va définir, mais aussi les individus. Et en fait, ce qu'on veut, c'est qu'en interne, il y ait des outils qui soient faciles à utiliser et qui donnent de la data. C'est-à-dire, si je me rends compte, par exemple, je ne sais pas, qu'au sein d'une équipe, il se passe quelque chose de particulier, je vois que ça fait plusieurs fois que certains salariés se plaignent, je vais pouvoir commencer à investiguer un petit peu. Et on a en fait pas mal d'outils qui vraiment facilitent la vie des équipes RH, puisque les sondages peuvent être automatisés. Par exemple, après un onboarding, on peut envoyer une liste de questions. Donc ça va être hyper important pour s'assurer que sa marque employeur, elle va bien fonctionner. Et puis après, en interne, on va avoir différents outils plus ou moins formels pour que l'alignement entre le manager et son salarié soit toujours facile, qu'on s'en assure et surtout qu'on ait des métriques sur le long terme. Après, on aura des dashboards et tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment que les valeurs et la façon qu'on a de les diffuser grâce à Facto soient tout au long de l'année accessibles et qu'on puisse travailler vraiment le dialogue en interne. Voilà. Je ne sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille au niveau du talent. C'est vraiment l'alignement et le dialogue. Non, je pense que c'est très clair et ça fait très lien avec ce que Damien a partagé. Je vois dans le chat des personnes qui se questionnent sur ce que veut dire l'EVP. Donc, je vois qu'il y a eu déjà des réponses. Donc, oui, c'est l'Employee Value Proposition, l'acronyme EVP. Et en français, on va parler de proposition de valeur employeur. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce que l'employeur offre à ses employés en contrepartie de leurs compétences. Enfin, je pense que c'est à peu près comme ça qu'on peut le résumer. Je ne sais pas si l'un de vous trois veut compléter, peut-être pour clarifier ce que je dis. Marie-Sophie, peut-être. Ah, ton micro est coupé, Marie-Sophie. Ah, je suis en forme aujourd'hui. Moi, je dirais c'est le fameux What's in it for me. Oui, voilà. En tant que candidat ou pour mes collaborateurs, qu'est-ce que véritablement je leur propose et qu'est-ce qu'il y a de différenciant? Voilà, ils vont mettre à disposition leurs compétences, mais moi, en contrepartie, employeur, organisation, qu'est-ce que je leur propose? Voilà, et à préciser aussi que ce n'est pas qu'une question de rémunération. L'EVP, elle va comprendre plein d'autres aspects comme la qualité de vie au travail, les conditions que j'offre, la formation, la culture de mon entreprise, aussi sur l'aspect GEPP, comment j'accompagne le développement des compétences, etc. Enfin, en fait, c'est tout ce que l'entreprise va offrir en contrepartie, mais pas que la rémunération. Voilà. Bon, je pense que ça aidera à éclairer un peu. Et donc, une fois qu'on a du coup travaillé sur cette base, parce qu'effectivement, l'action 1, c'était vraiment l'étape incontournable, on ne peut pas avancer sans avoir travaillé déjà sur l'existant, identifier l'existant, le mesurer, l'évaluer, comme Damien et Pauline ont pu partager. Après, il est question de définir le persona collaborateur. Alors, qu'est-ce que c'est que le persona, Damien? Je sais que c'est un sujet que tu défends parce que tu l'as porté aussi chez VVF. On va avoir besoin de toi pour nous briefer. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que c'est que le persona? Alors, c'est un petit peu, le lien est parfait avec les dernières informations que je donnais juste avant. C'est le persona, c'est
C'est qui en fait? C'est qui notre employé, entre guillemets, notre collègue type? Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a envie? Et tout ce que tu as dit avant là, sur la construction de la proposition, en fait, on est clairement là-dedans. Une fois qu'on a audité, qu'on a tous ces éléments, ça peut faire des jolies listes, hein. Moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ils commencent à lister vraiment tous ces éléments qui sont à proposer aux potentiels futurs collègues, je pense que ça peut faire une jolie liste. Et là, on commence à voir les bases de la proposition. C'est intéressant ce que tu dis sur le cadre de travail aussi. Qu'est-ce qu'on va proposer en termes d'équilibre vie pro-perso? Qu'est-ce qu'on va proposer en termes d'organisation, télétravail, de comment on encadre le droit à la déconnexion, les besoins en formation. C'est tout un tas de choses qu'il faut vraiment construire. Et une fois qu'on a une proposition qui est type, qui balaye un petit peu tous les éléments, vous avez ce passage obligé par la définition d'un collaborateur ou d'une collaboratrice type. Alors, ça fait marketing, mais on est clairement là-dedans. Aujourd'hui, c'est du marketing. Voilà. Mais il ne faut pas le prendre comme si on était une cible à mettre dans une case. Au contraire, ce que je veux appuyer là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, pour prendre notre exemple chez BVF, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut accepter qu'il y a des éléments, il y a des choses qu'on propose, qu'on fait bien. Il y a d'autres choses, malheureusement, qu'on ne pourra pas faire bien. Et c'est là que commence un petit peu ce portrait type et de savoir un petit peu quelle valeur on va mettre en avant. Nous, on est très attachés au sens et à l'importance de l'engagement, notamment associatif, de savoir qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, on a un projet associatif avec des missions d'accessibilité, de solidarité. Ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, on aime attirer des personnes qui sont sensibles à ça. Alors oui, c'est peut-être des valeurs un peu, entre guillemets, qui peuvent être naïves dans un contexte très général, mais aujourd'hui, l'engagement associatif, oui, c'est des choses qui nous définissent. Et ça, c'est des choses qu'on aime mettre en avant dans notre portrait. Après, il y a bien d'autres éléments. Quand on s'attarde, hier, je présentais un projet axé sur le développement des compétences et j'ai fait un petit peu le portrait type de nos saisonniers aujourd'hui. Voilà, on arrive à un certain âge, on arrive à certains profils avec de la polyvalence, avec une quête de sens et de plaisir, un apprentissage qui est constant, des choses comme ça qui viennent en avant. Et aujourd'hui, c'est pour nous une direction à prendre, ce persona. Et une fois qu'il est défini, ce persona, ça donne beaucoup d'éléments sur où on va aller le chercher. Donc là, je passe au point numéro 3, mais c'est où on va aller contacter cette personne, avec quel message, quel ton. Aujourd'hui, on a choisi chez VVF d'utiliser le tutoiement. Parce que pour nous, ça nous semble important vis-à-vis de nos vacanciers, mais aussi en interne, parce que c'est important d'être aligné par rapport à ça. Et donc, il y a certains messages qu'on va aller plus ou moins habilement, parce que ce n'est pas toujours évident quand on passe sur ce type de choses, mais d'aller vraiment adapter, et c'est ce qu'on recherche. Voilà, cette proximité, cette communication, et ça fait partie aussi des éléments qu'on va rechercher chez les personnes. Donc, cette étape du persona, pour moi, elle est vraiment importante pour définir un petit peu mais qui on va aller chercher en tant qu'employeur et surtout assumer ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas, ce qui est le plus difficile aussi. Alors, Julie, elle a une question et j'adore cette question et je suis sûre qu'elle va plaire à Marie-Sophie. Parce que, oui, le persona, c'est du marketing et cependant, ça soulève quand même quelque chose et Julie le soulève avec sa question. Comment aligner la définition portrait type du collaborateur et inclusivité et diversité? Si tout le monde se ressemble, comment favoriser l'innovation au sein des équipes? C'est une excellente question. Je l'ai lue, je dis bravo. Je savais que tu allais l'aimer. C'est la bonne question. Et parce que juste petite parenthèse, il faut savoir que Marie-Sophie, elle a un titre très prestigieux, c'est la Queen des biais cognitifs. Elle a même écrit un livre sur le sujet. Donc, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Donc, je te laisse réagir, mais peut-être que je partagerai après moi aussi quelque chose sur ce sujet. Vas-y.
Oui, je veux bien, parce que là, je suis un peu prise au dépourvu, mais je comprends la demande de Julie. Je suis prise au dépourvu dans le sens où personnage, je suis d'accord, je pense que c'est utile, et je ne veux pas aller en contradiction avec ce que dit Damien, etc. Je pense que c'est utile, mais il faut faire attention à comment on l'utilise, parce que sinon on tombe dans cette dérive, on est dans un carcan, on est quelque chose avec trop de cases et on peut passer à côté. Et pour moi, une des solutions, c'est de se dire, je n'ai pas forcément un seul persona, mais j'ai plusieurs personas. À savoir, pour ce poste, je cherche à recruter, et ben, soit je peux faire un persona où je m'imagine que c'est quelqu'un qui sort d'école. Voilà. Soit je fais un autre persona, et je fais un persona, c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui a plus avancé dans son parcours professionnel et dans son parcours de vie, et qui fait une reconversion. Et donc, il y a peut-être ça qu'on n'a pas dit. Là, on a dit un persona, mais en fait, on peut en avoir plusieurs pour justement essayer d'élargir au maximum, parce que ce qui va nous intéresser derrière, c'est les compétences qui sont transverses et qui sont transposables, et si les personnes, elles vont adhérer à l'EVP, puisque maintenant c'est défini pour tout le monde, et à ce que l'entreprise propose et qu'elles ne soient pas déçues et qu'elles adhèrent. Mais elles peuvent adhérer à ce que l'entreprise propose tout en ayant pour autant plusieurs personas qui correspondent aux différentes catégories pour maximiser la diversité, parce que voilà ce que disait Julie, oui, si on a un peu que des clones, et mal appliquer le persona, on peut déboucher là-dessus. L'entreprise, elle va pâtir d'un manque de diversité, de créativité, d'innovation. Ça, c'est une certitude, et c'est prouvé par X études, oui. Et d'ailleurs, ça répond à la question de Julie derrière, de Aurore, pardon, qui disent qu'il faut avoir plusieurs personas. Donc, du coup, tu y as répondu, justement, Marie-Sophie. Je ne sais pas, Damien, est-ce que, justement, toi, parce que tu as différents métiers, j'imagine, chez VVF, donc, je suppose que tu as dû définir différents personas aussi en fonction des métiers, parce que c'est peut-être ça aussi la nuance, c'est déterminer des personas en fonction de métiers et de profils qui vont correspondre à un métier, à un poste, mais finalement pas un persona par rapport à des traits personnels ou ce genre de points qui là ferait tomber dans de la discrimination. Enfin, je sais pas, que c'est pas ça la nuance finalement. Non. En fait, on est nécessairement amené à travailler son persona sur les différents parcours, sur les différents métiers. Aujourd'hui, ma cible pour un serveur ou un animateur, animatrice sur un village vacances, c'est pas du tout la même que sur un comptable ou un développeur sur la DSI, et même sur des fonctions support, selon aussi les besoins du poste. Je ne vais pas avoir forcément les mêmes cibles finalement. Aujourd'hui, là, pour vous donner un exemple concret, j'ai un besoin très particulier en contrôle de gestion sur une partie IT data, avec forcément un besoin de structuration d'activité. Oui, là, je vais avoir besoin d'un certain niveau d'expérience, de vécu dans certains domaines, tout ça. Moi, j'en fais pas une question d'âge, ou j'en fais pas une question de provenance locale selon les conditions du poste. J'en fais surtout une condition de vécu qui correspondrait à nos besoins, et après, c'est à nous de croiser ça. Et quand je pars sur les métiers saisonniers, là, on est sur d'autres éléments. Et ça, on le construit avec les managers aussi, à un moment donné, sur les parcours, selon les besoins. Donc, non, il y a plusieurs personas. Et je veux juste faire un lien avec, j'ai vu passer quelque chose dans le chat, et c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, on est un bassin intergénérationnel énorme chez VVF. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir que finalement, quand on parle d'âge, les moins jeunes, les plus jeunes, moins expérimentés, plus expérimentés, se retrouvent sur beaucoup d'éléments attendus en termes de cadre de travail, de besoins, etc. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut intégrer. Et donc, nous, on est vraiment sur comment dire, alors moi, j'aime bien la suite, parce que en général, ce qui va m'intéresser après, c'est de savoir comment parler et où parler, quand on sait à qui on parle. Bon, ça, après, c'est la suite, mais donc voilà. Avant d'avancer sur la suite, Pauline, sur le sujet des canaux, comment identifier les bons canaux, une fois qu'on les a identifiés, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit efficace, c'est quoi tes conseils ?
Alors moi déjà, j'aimerais bien revenir sur un truc qu'a dit Damien et après, promis, je réponds à ta question, je t'ai pas oublié. Vas-y. Damien a parlé du fait que le persona, il se construit en lien avec les managers. Et du coup, c'est vrai qu'à Facto, on a souvent ce retour des biais, notamment dans l'ATS. Donc, comment on fait pour recruter quelqu'un qui va correspondre à nos valeurs et surtout quelqu'un qu'on va avoir envie de garder après. Le but du jeu, c'est pas seulement qu'il y ait quelqu'un qui coche toutes les cases, mais c'est quelqu'un qui va rester, qui va se sentir bien dans nos équipes et tout ça. Et moi, je crois beaucoup à la force du collectif, des équipes. Et du coup, chez Produit, on a développé un outil où en fait, tu vas avoir la possibilité que tout le monde donne son avis, que tout le monde puisse voter et que ça soit quelque chose de collectif. Et du coup, à la fin, tu as une moyenne qui est complètement neutre. Et en fait, on se rend compte que quand tu as des systèmes comme ça où les équipes en interne, elles sont alignées sur le choix de la personne à recruter, bah, on va conserver la personne beaucoup plus longtemps. Donc, en fait, en termes d'engagement derrière, bah, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant quand le persona il est construit de façon collective, quoi. Voilà, donc ça, c'était le point que je voulais ajouter sur la partie vraiment persona. Et après, pour la partie plus objective de la source et de comment ça fonctionne, en effet, pour répondre à ça, c'est parfois difficile quand on a plein de portails différents sur lesquels on va partager nos données, du LinkedIn, du Indeed, du Welcome to the Jungle, mais aussi de la page carrière, enfin plein d'outils différents. En fait, on a centralisé toutes les données et à nouveau, on en a fait il y a un dashboard qui se met à jour tout seul, où tu vas pouvoir voir lesquels fonctionnent. Et ce qui va être intéressant, c'est que tu peux aller un petit peu plus loin. Des fois, tu vas en avoir où tu vas passer plein d'étapes. Tu vas dire, voilà, avec LinkedIn, j'en ai plein qui font un premier entretien, mais en fait, j'en recrute aucun. Donc, ça va te permettre après, toi, en fonction de ce que tu analyses de tes datas, de choisir justement vers quelle source tu vas orienter ta recherche. Et du coup, ça affine aussi au passage ton persona. Parce que forcément, quelqu'un qui est sur un portail où il y a plus de variété que quelque chose de niche, par exemple, ça va te permettre d'aider à affiner ta recherche et donc les questions que tu vas poser et donc l'alignement en interne, etc. etc. Ok, voilà. Très clair. Je rebondis sur une question d'Amandine et après on peut passer à la partie annonce, communication. Mais comment proposer une marque employeur différente en fonction du persona? La marque employeur ne doit pas être une proposition globale pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Alors je me permets peut-être un ajustement. Peut-être que vous allez dire non, Anaïs, on n'est pas d'accord, mais pour moi, justement, la marque employeur, elle est ce qu'elle est. On a évalué l'existant, on sait ce qu'elle représente pour notre entreprise. Ensuite, on fait une réflexion, une analyse de qui est notre persona, à qui on s'adresse, quelles sont ses préoccupations, quels sont potentiellement les leviers qui vont l'attirer vers nous. Et en fait, à partir de là, je vais réfléchir en fait à un équilibre entre ce que je peux proposer et ce qui va parler à ma cible. Je ne vais pas aller inventer des trucs ou retravailler à chaque fois ma marque employeur. Ça n'empêche pas qu'on puisse se remettre en question parce que imaginez, vous avez très souvent un persona qui revient et à chaque fois, ce persona manifeste, par exemple, peut-être, je ne sais pas, un besoin de formation. La formation, c'est pas le truc le plus valorisé dans votre entreprise, mais peut-être qu'à force d'être confronté à ce persona, vous allez vous dire, on va peut-être se remettre en question et activer davantage de choses en interne sur la partie formation pour être encore plus aligné à nos personas. Donc, pour moi, c'est vrai, tout ça, ce sont des outils. La marque employeur en face, l'outil persona, ça sert en fait à trouver un alignement entre l'émetteur et le récepteur. En fait, c'est de la pure communication, mais en trouvant un alignement entre nous et eux. Voilà. Je vous laisse rebondir, Pauline, Damien ou Marie-Sophie, si vous voulez compléter ou me contredire. Mais en tout cas, moi, c'est la manière dont je vois cet alignement entre marque employeur et persona. Mais en super nuance, j'aime beaucoup c'est un outil. Non, vraiment. Ouais. Bon, parfait. J'ai validation de Damien, donc c'est bon. On avance sur un des sujets chouchous de Marie-Sophie. Décidément, elle en a beaucoup des sujets chouchous, Marie-Sophie. Elle est passionnée, tellement passionnée du recrutement qu'elle en a plein. L'annonce, et ça fera peut-être lien avec ce que je viens de dire, j'espère. Mais comment travailler ce canal qui est quand même le tout premier levier de la marque employeur, l'annonce d'emploi?
Bah oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est comment est-ce qu'on booste notre attractivité sans que ça coûte un rein, sans vendre un rein, etc. Ah bah déjà, j'ai commencé par les fondamentaux, mais retravailler son annonce de recrutement, c'est franchement, l'annonce de recrutement, c'est une des premières armes que vous avez à votre disposition pour pouvoir booster sans trop dépenser votre marque employeur. On a tendance à sous-estimer en fait le pouvoir et l'importance d'une annonce de recrutement, d'où les copier-coller par milliers ci des notes et on n'accorde pas l'importance qu'on devrait. Pourtant, ça compte énormément et c'est un acte très très fort en fait de marque employeur, l'annonce de recrutement. Donc voilà, je vois le temps qui passe, donc je vais essayer d'être plus concise puisque ça a de mes défauts. Donc j'avais identifié des leviers simples et puissants. Le premier, c'est l'exhaustivité. Donc vraiment essayer de se mettre à la place d'un candidat. Un candidat, quand il lit une annonce, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pouvoir se projeter au maximum. Donc il faut que je donne toutes les informations qui sont utiles pour pouvoir se projeter, bien comprendre les tenants, les aboutissants du poste, le contexte, les missions concrètes, la composition de l'équipe, qui sera le manager, le processus de recrutement, les perspectives d'évolution. Essayez vraiment d'être le plus exhaustif possible et de répondre à toutes les questions assez normales d'ailleurs que se pose un candidat quand il lit une annonce de recrutement. Ça va le rassurer et ça va crédibiliser, vous crédibiliser en tant qu'employeur. Un autre sujet, c'est la transparence. On en entend beaucoup parler et de plus en plus avec la fameuse directive européenne. Mais oui, essayez d'être le plus transparent possible concernant ce sujet de rémunération, qui est très tabou en France, mais là, avec la directive, il va falloir y aller. Être aussi transparent, je fais le lien avec ce qu'on vient de dire, sur votre EVP. Voilà, ne promettez pas des choses qui ne sont pas alignées avec la réalité vécue au quotidien par vos collaborateurs. Sur l'annonce aussi, ce qui est important, et là je rejoins l'autre sujet chouchou, mais je pense qu'on le partage tous aujourd'hui, c'est l'inclusivité. Votre annonce, il faut que quand vous écrivez votre annonce, vous pensiez à ce sujet d'inclusivité. J'adopte une écriture qui ne va pas exclure, qui ne va pas provoquer de censure ou d'autocensure de la part des candidats et des candidates. On sait bien qu'il y a des termes qui génèrent plus d'autocensure ou qui font qu'il y a plus des hommes ou il y a plus des femmes qui vont postuler et qui vont répondre. Comme quoi, Donc, par exemple, Marie-Sophie? Tu peux nous donner un exemple pour qu'on comprenne bien en jeune et dynamique, ce genre d'expression, voilà, c'est à ça que tu penses? pour masculin, si on a des mots comme autonome, indépendant, individualiste, décisif, déterminé, tenace, là, on va favoriser les candidatures plutôt masculines. Et si on a des mots comme soigné, apaisant, coopérant, partage, attention, tolérant, engagé, et là, on va favoriser plutôt les candidatures féminines. Voilà, donc ça a été, il y a pas mal d'études, on peut le trouver assez facilement. Il y a le site sur à compétences égales qui est très bien fait là-dessus pour les personnes qui sont sensibles à ce sujet et qui veulent travailler l'inclusivité de leurs annonces. Je vous invite, voilà, c'est quelque chose qui, là encore, sans coûter très cher, même pas du tout, réfléchir au wording et aux mots qu'on utilise et aux mots qu'on emploie sur son annonce de recrutement, puisque ça va générer plus ou moins 2 candidatures. Donc ça, c'est important. Et puis l'authenticité, c'est en filigrane de tout ce qu'on dit depuis le début sur la marque employeur. En fait, il faut que ça soit authentique et fidèle à la réalité. Et là, voilà, pour donner des petits tips aux personnes, je pense que quelque chose qui fait un peu un effet wow, qui fonctionne bien, c'est d'inclure un mot du futur manager, ou que ça soit par écrit, ou que ça soit une vidéo, ou un témoignage d'équipe, ou un témoignage d'un collaborateur qui occupe actuellement ce poste. Quand je suis un candidat, que je lis l'annonce et que je vois ça, ça c'est génial pour lui parce que ça lui permet, là encore, de se projeter au maximum. Donc ça, c'est top et c'est à privilégier. Et puis, on l'a redit aussi, mais l'annonce, elle doit être claire sur ce qu'on propose, mais aussi sur ce qu'on ne propose pas et sur ce qu'on n'est pas. Ne pas oublier qu'une annonce, ça doit attirer, mais ça doit également dissuader. Et ça, il y a encore des personnes qui ont un problème avec ça parce qu'ils n'aiment pas dissuader, parce qu'ils voudraient plaire à tout le monde. Mais vouloir plaire au plus grand nombre, c'est finalement plaire à personne véritablement. C'est ce qu'on dit souvent. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Le lien du site, alors je pense que la question de Julie, c'est par rapport au site à compétences égales qui lutte contre les discriminations à l'embauche. On vous mettra la source dans le chat. Damien, alors j'imagine que tu brasses beaucoup d'annonces chez VVF. Est-ce que tu veux rebondir sur ce que dit Marie-Sophie et peut-être compléter aussi?
je suis en 100% en accord avec ce que Marie-Sophie a dit, qu'on soit clair. Et pour moi, quelque part, c'est la chose la plus, quelque part même la plus simple à activer sur sa marque employeur. L'annonce, c'est la chose qu'on maîtrise normalement. Alors, quand je dis on maîtrise, c'est qu'on a accès le plus facilement. Et le premier travail, une fois que j'ai passé ces étapes d'auditer, etc., ça a été de faire un socle commun à toutes les annonces. Et je rejoins après sur le contenu un maximum de choses, etc. Bon, je ne vais pas repasser dessus, mais vraiment, et vraiment appuyer là-dessus parce que j'ai trouvé vraiment une différence. Et je crois la plus grosse différence que j'ai eue en termes d'annonce, c'est le salaire sur l'annonce. Alors, je sais que ce n'est pas, Ah oui. c'est pas évident toujours de l'indiquer. Je ne veux pas rentrer dans le débat. Je sais très bien ce que ça peut poser comme problématique. Alors, moi, j'ai un avantage, c'est que j'ai une partie de la grille salariale qui est sur notre convention. Donc, déjà, c'est accessible au plus grand nombre. Et ensuite, on essaye d'aligner aussi, encore une fois, l'interne et ce qu'on va communiquer. Mais ça, je trouve que ça a fait une belle différence. Non, je suis totalement aligné avec Marie-Sophie. Moi, je pense que c'est vraiment le truc le plus facile à activer, l'annonce. Oui, c'est à portée de main et ça ne Ouais, nécessite pas de budget. C'est retravaillé. Et si le travail a été fait sur les 2 actions précédentes, normalement, c'est quand même plus facile. exactement. C'est vrai, hein, c'est ça. Hein, ouais. Pauline, sur la partie communication, je sais que c'est un sujet pour vous, l'aspect un peu communication et communauté. Ça peut être intéressant aussi d'aborder ce sujet-là, et notamment la dimension un peu ambassadeur, parce que c'est aussi un levier qu'on peut activer pour communiquer sa marque employeur. Oui, alors en fait, justement, à Factorial, on travaille sur la partie vraiment participative en interne. Et donc, il y a un espace qui se présente un petit peu, si je caricature, un peu comme un Facebook où tu vas pouvoir partager plein d'informations en interne, du coup. Et quand on a fait toute la partie vraiment engagement, où on se rend compte que nos salariés sont contents d'être là, qui sont promoteurs de l'entreprise, on se rend compte qu'au niveau du recrutement, ça aide beaucoup plus parce que là, je prends l'exemple de Factorial comme entreprise et pas comme outil. C'est une entreprise vraiment où honnêtement, il fait bon vivre, on est bien. Et du coup, très facilement, quand il y a une annonce de on cherche un poste X ou Y, on va avoir tendance à partager beaucoup plus facilement sur notre LinkedIn personnel cette annonce pour ensuite trouver. Et donc, en fait, tu as vraiment les 2 leviers. Tu as le levier où la communauté en interne, elle fonctionne bien. Et donc là, tu as tous ces outils de communication que tu vas pouvoir utiliser, cet alignement dont on a parlé, vérifier au quotidien que tes salariés ils sont contents avec des échanges à la fois formels et informels. Et du coup, ça va donner à transparaître à l'extérieur, puisqu'en fait, très naturellement, si tu es promoteur de ton entreprise et que du coup, les ressources humaines sont au courant de ces infos-là grâce à tous les dashboards qu'on a évoqués, du coup, tes recrutements vont être beaucoup plus faciles puisqu'en fait, ils vont être plus personnalisés, quoi. C'est vraiment les individus de l'entreprise qui vont tendre à les promouvoir. Voilà, donc moi, j'aurais plus de choses à dire sur la dernière partie, sur l'authenticité. Pour la partie rédaction, vraiment, c'était très bien ce qu'ont dit Damien et Marie-Sophie. Super. Et sachant que le levier ambassadora, à nouveau, il ne peut pas s'activer sans tout ce travail autour de l'EVP, l'existant. On en revient encore à ça, mais c'est à chaque fois, c'est cette base-là, en fait. C'est la base de tout le travail autour de la première étape. Damien, c'est quelque chose que vous avez activé chez vous, l'ambassadeur, encourager les prises de parole sur LinkedIn. C'est quelque chose que... Alors, toi, je sais que tu le fais à échelle individuelle. Tu prends la parole sur LinkedIn, mais est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez aussi en interne ? On l'encourage, mais de manière, on va dire, de manière informelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas monté un programme d'ambassadeurs. C'est toujours dans un coin de ma tête avec l'équipe com. Mais oui, on l'encourage. Mais en fait, j'espère montrer l'exemple auprès de mes collègues, parce que je n'ai pas été DRH tout de suite en arrivant chez VDF, et j'ai pris la parole de manière spontanée. Et j'ai vu en plus des éléments plutôt encourageants dans le fait de cette prise de parole et d'utiliser un petit peu les réseaux. Et donc, j'utilise de manière un peu différente
LinkedIn pour une certaine partie du message et j'utilise aussi Facebook sur une certaine partie d'un autre message, d'une autre population. Donc, j'adapte un petit peu tout ça. Donc, on l'encourage, mais ce n'est pas encore de manière formelle et officielle. Et alors, il y a des petites réactions dans le chat que j'ai envie de vous partager. Déjà, il y a Stéphanie qui dit il faut aussi que les RH osent parler, communiquer, il y a encore du chemin. Et puis Aurore rebondit en disant qu'il n'y a aucune méfiance des collaborateurs à parler aux RH. Bon, là, on digresse un peu. Mais j'ai une vraie question sur laquelle j'aimerais bien que vous réagissiez parce qu'on est en plein dans le sujet de la marque employeur. Et il y a une question qui apparaît de la part d'Aurore qui est une question assez récurrente. Je la vois souvent passer dès qu'on parle marque employeur. Est-ce que la marque employeur, c'est un sujet RH ou est-ce que c'est un sujet qui doit être travaillé avec le service marketing, service communication, enfin, dans tout ça, et qui fait quoi en fait? Ça dépend, ça dépasse. Qui veut réagir? Oui, ça va être ça dépend de la taille et la structuration des organisations. Moi, les endroits où j'ai vu que ça fonctionnait le mieux, entre guillemets, mais ça va être un biais, c'est ce que j'ai vu moi, ça ne veut pas dire, c'est quand justement, déjà, il y avait un sponsorship au plus haut niveau et que tout le monde était d'accord pour dire que ce n'était pas juste pour se faire plaisir et que ce n'est pas juste de la com, mais qu'il y avait une vraie utilité c'était une stratégie politique d'entreprise, donc avec un vrai audit et une communication sur les valeurs réelles et sur ce qui se passe véritablement à l'intérieur. Le sponsorship, où j'ai vu que ça fonctionnait le mieux, c'est quand c'était intégré pour moi à la fonction RH. Au sein d'un département ou d'une DRH, il y avait vraiment une partie dédiée à la marque employeur parce qu'il y avait beaucoup plus de liens avec les RH, avec ce qui se passait. Bon, moi, c'est ce que j'avais vu dans ma précédente expérience, c'est là où ça fonctionnait le mieux, c'était chapeauté par la DRH avec le sponsorship plus haut, mais vraiment porté par ces sujets-là. Moi, j'étais responsable du recrutement, il y avait des interactions au quotidien justement sur c'est quoi nos difficultés du recrutement, c'est quoi nos challenges, on cible qui particulièrement, c'est quoi les actualités du moment. Donc, il y avait vraiment comme ça ce lien au quotidien qui permettait d'être plus dans la plaque, plus pertinent dans les communications. Et Damien, chez toi, c'est toi qui es en charge de la marque employeur, mais j'imagine que VVF, c'est tellement grand, vous avez aussi un service marketing. Tu bosses avec eux main dans la main ou comment ça fonctionne chez toi? Ouais, je pilote la marque employeur et non, j'ai eu quelques, comment dire, des fois quelques cadrages de l'équipe com, justement, parce que l'authenticité, ça a du bon, mais des fois, il faut faire attention. Et voilà. Non, donc, je la pilote, main dans la main, oui, quand j'ai des questionnements, des choses comme ça. Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai un cursus com, en fait, déjà de base. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai embarqué. Mais en fait, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Par contre, vu que les RH sont potentiellement le premier point d'entrée d'un futur salarié, si la marque employeur est dans une équipe com, il faut un maximum d'interaction et un lien quasi systématique. Parce qu'après, dans toutes les actions qui vont être liées à la marque employeur, si on en parle, mais en fait, il y a forcément un moment donné en termes de discours, de ton, de messages, de contenu, etc., où l'équipe com peut avoir un impact aussi très, très important et très intéressant. Mais les deux sont possibles. Très clair. Je vous propose qu'on avance sur le sujet suivant. Et au passage, petite parenthèse, Stéphanie, moi je suis complètement d'accord. En fait, il faut que tout soit aligné. Communication vers les candidats, vers les clients. En fait, dans un monde idéal, on ne ferait même plus de distinction entre la marque employeur et la marque commerciale. Tout devrait s'aligner. On va parler expérience candidat parce que c'est pareil, ça fait partie des leviers sur lesquels on peut travailler sans mobiliser énormément de budget. Marie-Sophie? Oui, tout à fait. Ça, c'est un sujet encore qui me parle beaucoup parce qu'à chaque fois, on s'imagine que pour attirer, pour fidéliser, travailler sa marque employeur, c'est forcément ultra compliqué ou onéreux. Et bien là, on est sur un sujet où je peux démontrer l'inverse sur l'expérience candidat. Ça ne coûte pas forcément extrêmement cher, mais il faut mettre à plat, se poser sur l'expérience candidat prodiguée pour mettre en place les bonnes actions. L'expérience candidat, c'est quoi? C'est l'ensemble des ressentis, des émotions d'une personne dans le cadre d'un processus de recrutement. Ce qui veut dire que ça varie aussi d'une personne à l'autre parce qu'il y a une part
de subjectivité. Sur le sujet, moi, j'aime bien citer une citation donc, de Maya Angelou qui dit « Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Et pour moi, ça c'est parfait, en fait, pour l'expérience candidat. Ils ne vont pas forcément se rappeler le nombre d'étapes ou les questions qu'on leur a posées, aussi ça là, mais ils vont se rappeler de c'était sympa, ils ont maintenu le contact, c'était chouette, ils étaient assez transparents. Voilà, c'est ça qu'ils vont retenir. Donc, il faut travailler sur l'expérience candidat. Et d'autant plus qu'en fait, il y avait un chiffre qui m'avait vraiment marqué quand je l'avais lu, c'était une étude de Yago, qui disait que 80% des candidats, ils pensent que l'expérience de candidature, c'est un indicateur de la manière dont une entreprise traite ses salariés et ses collaborateurs. Donc, ils vont tirer des conclusions de l'expérience candidat en disant, si l'expérience candidat elle laisse à désirer, si on ne me répond pas, si j'ai vraiment l'impression d'être laissé de côté, ça veut dire qu'ils traitent comme ça au quotidien leurs collaborateurs et qu'il n'y a pas de considération. Donc, il faut vraiment soigner cette expérience candidat. Il y a aussi des répercussions qui sont folles, en fait, sur une mauvaise expérience candidat. Pour les gens qui ne seraient pas convaincus, c'est que déjà, la plupart des candidats, ils ont vécu une mauvaise expérience candidat. Donc, 79% des candidats déclarent qu'une mauvaise expérience a un impact négatif sur la perception de l'entreprise. La moitié d'entre eux, ils vont partager cette expérience avec leur entourage. 47%, ils vont refuser de postuler à nouveau. Voilà, il peut y avoir d'autres à l'avenir, mais il y en a, c'est plié. Ad vitam aeternam, c'est plié. Ils ne veulent plus parler de cette organisation. Ils ne postuleront plus, même si on a changé les acteurs, le responsable recrutement, le process, etc. C'est mort. Et puis après, si ça s'y prête, il y a aussi des candidats qui vont même jusqu'à boycotter les produits ou les services de l'entreprise. Donc voilà. Ouais, c'est même pas que la marque employeur qui est entachée, c'est y compris, enfin, la marque dans sa globalité, en fait, qui est entachée. Voilà, c'est ça où c'est beaucoup plus large. C'est déjà, je vais pas recruter, mais en plus, ça va attaquer véritablement la réputation même de mon entreprise, ma crédibilité et son chiffre d'affaires. Si les gens y boycottent, on touche le chiffre d'affaires. Donc, des pratiques qui sont assez simples et qui ne coûtent pas forcément une fortune pour améliorer l'expérience candidat. Une des attentes number one des candidats, c'est qu'on les tienne informés et qu'il y ait plus de visibilité sur le processus. La première recommandation, ça serait maintenir des points de contact réguliers. 3 à 5 interactions minimum pendant tout le processus de recrutement. Voilà, à chaque étape clé, et d'autant plus quand on sait que c'est une étape clé où il y a le candidat qui peut se démotiver, qui peut abandonner. Il faut essayer de créer des interactions simples mais stratégiques en essayant de varier les supports. Une fois, je lui envoie un email, une fois, je lui envoie éventuellement une vidéo, une fois, je lui envoie un article, une fois, je lui envoie différentes choses et je varie les supports pour maintenir des points de contact réguliers. Tout ça avec le maximum de transparence. Ne pas oublier qu'un candidat, ce qu'il veut avant tout, c'est qu'on lui dise les choses et qu'il soit informé. On a des candidats qui sont adultes en face. Donc, par exemple, j'ai travaillé dans des endroits où on était assez long sur les délais. Mais ça passe mieux si on dit, voilà, le process, il va prendre du temps, mais on ne vous oublie pas, on va revenir vers vous. Et on sait d'ailleurs qu'éventuellement, on doit travailler là-dessus, mais on a donné l'information au candidat. Ce qui fait que le délai, il va beaucoup mieux passer. Il ne va pas se dire je suis maltraité ou il ne respecte pas ma candidature, voire en fait, c'est déjà plié, ils ont juste oublié de m'informer, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Donc, pensez à soigner la transparence, humaniser le processus. Je reviens, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pour moi, c'est quelque chose qui est sous-utilisé en fait en recrutement. Pensez aux vidéos, pensez au format vidéo comme VideoAsk ou ce genre de choses pour faire des cours vidéo, pour présenter le manager, pour faire une visite virtuelle des locaux, ou même sinon faire des messages audio de bienvenue. Ça peut être sympa, ça peut être des choses que vous pouvez envoyer à vos candidats pour maintenir le contact dans le cadre d'un processus de recrutement. Et il y a un effet un peu waouh. Et pareil, je réfléchissais à ce que je pouvais vous dire d'assez simple et qui ne coûte pas cher, le kit candidat. Voilà, le kit candidat, c'est très apprécié par les candidats. Ça donne les grandes étapes du parcours de recrutement, ça donne des conseils sur comment candidater, comment se présenter, ça rassure sur le déroulé du processus et on peut aussi en profiter pour parler de la culture et des valeurs de son organisation, et donc, entre guillemets, vendre son organisation. Donc ça, c'est quelque chose de, là encore, assez simple et efficace pour upgrader et améliorer son expérience candidat. Marie-Sophie, je me fais un peu l'avocat du diable, mais il n'y a pas de coût en termes d'argent, mais je me mets à la place des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On a une audience majoritairement RH, et je me mets à leur place, et je me dis, moi, en écoutant ça, mon réflexe, ça serait peut-être de me dire, mais j'ai pas le temps.
c'est tout ce que tu es en train de me dire, c'est chouette, mais je suis déjà débordée, j'ai pas le temps de faire tout ça. Et je l'entends souvent que ça soit ça ou le livret d'accueil ou d'autres choses ou l'onboarding, mais en fait, je pense qu'on se fait une montagne par moment. On peut y aller step by step de manière Ouais. progressive. Un kit candidat, un mot de bienvenue, les étapes du processus de recrutement, quelques conseils, des liens utiles et un contact en cas de doute, par exemple, c'est les indispensables. Je suis sûre qu'en une demi-journée, grand maximum, et j'exagère en plus, grand maximum, on peut avoir bouclé ça et après on l'a à disposition et on peut le transmettre à tous les candidats. C'est clair. Si je peux me permettre de Pauline? rebondir sur ce point, ouais, sur ce Oui, point de la gestion du temps. est-ce que tu veux bien aussi, j'en profite, je cale ma requête. Est-ce que tu voudrais bien aussi répondre à la question de Perrine qui dit comment optimiser l'expérience candidat et l'onboarding? Peut-être que ça peut être aussi un moyen aussi pour toi de compléter sur ce sujet-là. Ouais. Bah parfait, ça va faire le lien. Du coup, ouais, en complément de ce que dit Marie-Sophie, en fait, pour aider justement les personnes des RH à gérer toute cette charge, parce qu'en effet, ça peut représenter pas mal de travail, on a développé un outil qui permet d'automatiser en fait plein d'étapes, c'est-à-dire si tu fais passer le candidat, par exemple, de l'étape entretien à l'étape rejeté, ça peut être difficile justement d'humaniser ce processus. Et c'est vrai que, en fait, on a eu le retour que à peu près 80%, la source, c'était, je pourrais la mettre si vous voulez, je crois que c'était une source de BFM, 80% des candidats ne reçoivent pas du tout de réponse. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que justement, ça avait un impact sur la marque employeur, sur plein de choses. Et du coup, Factorial permet de automatiser les réponses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas passer un candidat d'une étape à une autre, tu peux préprogrammer en fait des mails et tu peux aussi, pour aller encore plus loin, choisir les délais. C'est-à-dire que quelqu'un qui a complètement raté un entretien, plutôt que de lui dire juste après, non, t'es pas pris, tu vas pouvoir choisir le délai où tu vas lui envoyer. Donc, tu peux préprogrammer un message. Sur la gestion de la transparence, tu rédiges dans ce message que la personne va recevoir une réponse le lundi, par exemple, et programmer l'envoi du message qui sera lui aussi personnalisé, puisque tu peux mettre ce qu'on appelle des variables, mettre le prénom, le nom, le titre du poste, etc. Évidemment, tout ça s'adapte aussi au fur et à mesure des étapes que toi, tu auras choisi de mettre en place. Et en termes de contenu, tu pourras partager plein de choses différentes. Si tu as un kit candidat, ce qui est intéressant dans Factorial, pour rebondir sur ce que dit Marie-Sophie, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que très souvent, les managers et les différentes personnes impliquées dans les process de recrutement ne sont pas forcément formés au fait de recruter. Et du coup, tu peux leur proposer en fait une trame avec à l'intérieur différentes questions pour les entretiens que tu prévois en fonction des différents postes. Et donc, ils auront tous les mêmes questions à poser avec à la fin un système de notation si tu souhaites en mettre un en place et qui du coup va permettre d'objectiver un petit peu le recrutement et de le rendre plus humain et plus transparent en même temps. Voilà. Et du coup, pour la partie onboarding que je n'ai pas oubliée, alors je ne la vois plus. C'était Perrine qui demandait comment optimiser l'expérience candidat et onboarding alors que notre stratégie RH est encore en développement et pas totalement actualisée, sans risquer de créer une désillusion chez les candidats. Ok. Là, dans Factorial, ce que tu peux faire, et je pense qu'il répondrait à ce besoin-là, pour optimiser l'expérience onboarding, qui pareil peut être parfois très chronophage, on va avoir des systèmes où en fait, pour chaque candidat recruté, tu vas pouvoir faire une liste. Donc évidemment, c'est toujours toi qui décides, hein, ce n'est pas Factorial qui t'impose quoi que ce soit, c'est en fonction de ta culture d'entreprise, en fonction de tes valeurs. Tu vas pouvoir mettre en place justement un fameux kit, différentes choses, et en fait, avant même que la personne soit onboardée, elle va se sentir déjà un petit peu partie de l'entreprise puisqu'elle va avoir déjà un accès avec différentes choses à faire dedans, des contenus qui lui seront partagés, comme a évoqué Marie-Sophie, ça peut être une option pour l'onboarding. Et une fois rentrée dans l'entreprise, pour la gestion vraiment plutôt RH, tu auras toute cette liste de tâches et tu pourras suivre où est-ce qu'on en est, avoir tous ces retours. On a évoqué les sondages, le fait de vérifier l'engagement et tout ça. Et tout ça peut être automatisé. Donc, c'est toi qui analyseras le résultat, évidemment. Mais du point de vue de l'onboarding, c'est quand même super parce que du coup, tu te rends tu fais vraiment partie d'une équipe, que tu es pris en compte, qu'on s'occupe de toi, que tu as tes documents qui sont prêts, etc. Et tant que tu as la parole, je te la laisse, Pauline, pour s'il nous reste que quelques minutes seulement pour aborder la partie comment mesurer l'engagement collaborateur.
Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est un élément aussi important, même très important? Ouais, c'est un élément fondamental même, je dirais. C'est l'élément sur lequel, ces derniers mois, on a énormément travaillé chez Produit pour faire quelque chose de beaucoup plus pertinent, pour les RH et en fait, on a travaillé un outil qui s'appelle Engagement, tout simplement et dedans, tu vas avoir, différents outils. Tu vas avoir ce qu'on a appelé le pulse, où en fait, tous les jours, tu vas pouvoir dire comment tu te sens. Donc tu vas choisir un petit emoji, et tu vas dire, un petit commentaire, je sais pas, «Je me sens bien, depuis que j'ai été formée», «Je me sens pas bien, depuis que, il y a pas la clim». Ça, c'était un truc qu'il y avait beaucoup en été, des choses comme ça et en fait, on a travaillé avec une, psychologue du travail qui nous a expliqué que pour que ça soit bien pris en main, il faut qu'en interne, il y ait justement de la communication autour de comment utiliser cet outil, qu'est-ce qu'on va en faire et pourquoi et à partir du moment où les employés sont rassurés en disant: «Bon, bah, voilà, mon manager, il va être au courant que depuis une semaine, c'est difficile. Quel risque je prends? Si au contraire, ça fait 3 mois que je vais super bien, est-ce qu'on va m'oublier?» À partir du moment où on a rassuré les salariés, en fait, c'est un véritable outil, pour ressentir un peu le pouls de l'entreprise, comment les gens se sentent. Donc ça va être vraiment un outil du quotidien. Tous les jours, tu vas pouvoir dire comment tu te sens. Après, tu auras les différents outils qu'on a évoqués par le passé, tout ce qui va relever vraiment des sondages, où là, tu vas avoir pareil, au fur et à mesure que les gens répondent, tu peux choisir de les rendre anonymes ou pas, selon ce que tu décides d'étudier. Tu vas pouvoir regarder, eh bien, est-ce que l'entreprise, je sais pas, tu t'organises un séminaire et tu veux t'assurer que, les personnes, sont d'accord avec ce que tu as choisi, avant, après. Là, tu auras plein d'outils que tu vas pouvoir utiliser. La psychologue avec laquelle on avait travaillé faisait un sondage sur les risques psychosociaux pour prévenir le burn-out, par exemple. Et ça, tu peux le faire dans Factorial et l'analyser en direct. Et le dernier outil, c'est ce qu'on a appelé le one-to-one. Donc, il y a un outil, en fait, tu vas pouvoir échanger avec ton manager directement. Et la première chose qui va apparaître dans cet espace-là, ça va être ton ressenti. Donc, la première chose avec laquelle tu vas pouvoir initier la conversation, c'est justement ce fameux pulse. Et lui, il aura la vue sur toute la semaine, sur ce que tu as raconté toute la semaine. Et donc, le but du jeu, c'est que il y ait toujours ce dialogue et cet alignement qui nous sont vraiment chers à Factorial. Et en plus, histoire d'aller un peu plus loin, évidemment, tu vas pouvoir travailler sur les tâches, les projets sur lesquels tu travailles, etc. Mais tu commences vraiment par le ressenti qui va te permettre de pérenniser l'engagement s'il y a un quelconque souci à un moment donné. Voilà. Très clair. Marie-Sophie, 1 minute pour, parler engagement. Est-ce que tu crois que tu peux relever ce challenge? Si tu as quelque chose à apporter pour compléter, ce qu'a dit Pauline. Ton micro est fermé. Tu as perdu 10 secondes, voilà. Sur ta minute. Ça y est, c'est bon. Alors, je dirais, puisque c'est un défi, je dirais que c'est un vrai sujet en France et partout, mais surtout en France, il y a 8% des salariés qui se déclarent engagés en France. Ça, c'est la dernière étude. On est 8%? avant-dernier, 8%. Wow. On était à 7 et on a grimpé à 8%. En été dernier, on est avant-dernier maintenant, donc on est en progrès, mais c'est un vrai sujet en France parce que le but, moi je m'intéresse au recrutement, mais si je recrute des personnes, c'est pour qu'elles restent. Et qu'elles restent en étant engagées et motivées, parce que rester pour être totalement désabusé et démotivé, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est un vrai sujet. Donc je dirais que tout ce qu'elle décrit, Pauline, me semble super intéressant, en fait, de varier les prises de pouls au quotidien de manière ponctuelle, de manière structurée. Mais vu que j'ai peu de temps, je dirais que, attention quand même, il faut faire ça, il faut en faire quelque chose. Excusez-moi. Parce que souvent, en fait, je vois qu'il y a des études, il y a des baromètres, il y a des choses, et puis ça prend un petit peu la poussière, on l'a sur le bureau, on n'en fait pas grand-chose. Et attention au travers, parce que si on sollicite les personnes et les collaborateurs régulièrement, mais qu'en plus, on n'en fait pas grand-chose, on envoie un double signal. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire que si vous ne m'aviez rien demandé. Donc voilà, la mesure d'engagement, c'est top. C'est un outil de pilotage stratégique, mais c'est aussi un signal de reconnaissance envoyé aux collaborateurs si après, on l'utilise, on l'exploite, on en fait quelque chose dans un cercle vertueux d'amélioration continue. Qu'est-ce que c'est beau. Il y en a qui demandent l'outil. C'est l'outil de Factorial, tout simplement. Je crois que Pauline a mis un lien dans le chat. 8% de salariés qui se déclarent engagés. Tu sais la source, Marie-Sophie, de ce que tu nous as dit? Gallup. Je te le dirai. Ouais, Gallup.
J'en profite, d'ailleurs, merci Marie-Sophie, j'ai vu que tu as mis plein de ressources dans le chat à chaque fois, c'est cool. Je crois qu'on a fait le tour de quand même pas mal de questions, alors à moins qu'il y en ait d'autres qui apparaissent, et en attendant qu'elles apparaissent, je vous propose de partager un petit mot de la fin. Marie-Sophie nous a fait une belle conclusion sur l'engagement. Pauline, Damien, est-ce que vous avez un petit mot de la fin à partager avant qu'on se quitte? Moi, juste vous dire que j'ai fait énormément de choses en arrivant chez VVF avec 0 €, vraiment. Et que ça soit sur justement la proposition, que ça soit sur le travail, sur le cadre de travail, et que ça soit après sur l'expérience collaborateur. Et pour moi, je pense que c'est vraiment possible. Ok. Moi, je pense, ouais, si je devais conclure sur un mot, pour moi, ce qui était le plus important dans tout ce qu'on a dit, c'était vraiment le dialogue et l'alignement. Donc, je pense qu'avoir des outils qui permettent de s'assurer qu'on est aligné et en interne et du coup en externe, puisque ça va travailler le même sujet, c'est vraiment le plus important. Et c'est vrai que du coup, c'est l'angle d'attaque qu'on a pour développer les outils talents chez Factorial. Voilà. Ok, très clair. Bon, écoutez, on a dépassé d'une petite minute. Ouais, il me reste à vous remercier. C'était super intéressant et bravo à vous trois pour avoir partagé autant de conseils et de votre expertise. Moi, je vous retrouve dès mardi prochain. On ne s'arrête pas sur Culture RH. Ça y est, on est parti. Alors, on parlera d'un sujet qui n'aura aucun rapport, mais qui reste dans la sphère RH, puisqu'on parlera de la paye, des actualités, en tout cas autour de la paye, en cette rentrée très mouvementée, n'est-ce pas? Donc, si le sujet vous intéresse, rejoignez-nous mardi prochain. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Merci encore à vous trois. Et puis, vous souhaitez une belle journée et vous dire à bientôt. Et merci à vous, audience, qui était présente, je vais y arriver, qui était présente aujourd'hui. Vous avez été hyper impliqués, vous avez posé plein de questions. C'était un plaisir de vous retrouver. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nos intervenants. Vous pouvez les suivre les uns et les autres sur LinkedIn si jamais vous avez envie de suivre leurs actus. Merci Marie-Sophie, merci Damien, merci Pauline. Merci à Avec toi. plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Bonne journée.